Bonjour à tous. Dans quelques jours, nous saurons si le Royaume-Uni restera ou non au sein de l'Union européenne. Le pays s'apprête à un grand référendum, une consultation citoyenne qui va décider si le pays doit rester membre de l'UE. Jean-Louis Gasquet, bonjour. Vous êtes président de l'association Mouvement Européen Yvelines. Alors, selon le tout dernier sondage d'opinion, le camp du Brexit serait en tête. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment le Royaume-Uni, donc l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande du Nord et le Pays de Galles en est arrivé là. C'est un pays quand même multiculturel qui est salué pour cela. Ben effectivement, mais c'est la conséquence, je crois, d'une campagne très active qui a été menée par des groupes très différents. L'UKIP notamment. Alors notamment l'UKIP, bien sûr, qui est le parti indépendantiste, où là on retrouve un sentiment qui est un peu général dans tous les partis, je dirais souverainistes, dans tous les partis à tendance souverainiste de l'Union, des États membres de l'Union européenne. On peut faire un parallèle avec la France et la montée du Front National, qui milite activement pour une sortie de la France de l'Union européenne ou... D'une certaine façon, c'est un peu une renaissance de sentiments nationaux, patriotiques, où on a tendance à considérer que le seul gouvernement souverain, c'est celui des nations, que les nations sont individuellement seules responsables de leur avenir, etc. C'est en fait... à la suite de tout un tas de circonstances, un sentiment qui se développe, on le constate d'une façon assez générale. On l'a vu récemment avec le référendum autrichien, où c'était aussi très très serré, et là finalement, c'est le maintien dans l'Union qui est passé, mais de très peu. Alors quelles conséquences pourrait avoir une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne? Déjà pour eux et pour nous. Pour eux c'est très discuté. Il y a de nombreuses analyses qui ne vont pas toujours toutes dans le même sens. Il y a notamment un institut allemand qui a fait une recherche sur les conséquences du Brexit pour le Royaume-Uni. Et ces conséquences sont économiquement très importantes, puisqu'ils considèrent qu'à moyen terme, c'est-à-dire dans les 10 années à venir, le produit intérieur brut du Royaume-Uni diminuera de l'ordre de 14%, et ce qui conduira pendant les 10 prochaines années à un coût pour l'Angleterre et donc finalement pour le contribuable britannique. Le Royaume-Uni du coup pourrait rétablir des contrôles aux frontières. Ce serait la fin de la libre circulation, en tout cas, entre... Le problème, le vrai problème est là, en ce sens que le départ du Royaume-Uni amènera inévitablement l'Union européenne et l'Angleterre à rétablir les frontières et les barrières douanières qui existaient auparavant. Bien sûr. Et ce simple fait aura une conséquence sur le commerce extérieur britannique, enfin sur le commerce entre la Grande-Bretagne et tous les pays membres de l'Union européenne. Et à l'heure actuelle, la plus grande partie des échanges commerciaux de la Grande-Bretagne se font avec les membres de l'Union européenne. Est-ce qu'on peut s'attendre, en cas de victoire du oui, du leave, en anglais, à ce que d'autres pays européens emboîtent le pas au Royaume-Uni? Alors, en effet, et c'est aussi à mon sens un élément très important de la décision qui va être prise prochainement, il y a d'abord bien entendu l'Écosse. L'Écosse qui a déjà fait il n'y a pas si longtemps un référendum pour réclamer son indépendance vis-à-vis de l'Union européenne, vis-à-vis de la Grande-Bretagne, pardon, mais qui justement a signifié qu'elle voulait rester dans l'Union européenne. L'Écosse est europhile. L'Écosse est absolument europhile. Et donc on peut penser qu'effectivement, si l'Angleterre se retire de l'Union européenne, l'Écosse redemandera son indépendance. Cette fois, le référendum aura des chances de passer et l'Écosse adhérera directement à l'Union européenne
sans l'Angleterre. Donc pour l'Écosse, c'est en effet une conséquence, je dirais, très probable. Enfin, c'est une notion qui est généralement admise. Une question qu'on peut légitimement se poser, si un pays où sa population ne se sent pas à l'aise au sein de l'UE, pourquoi le retenir ? Eh bien, vous rejoignez tout à fait mon sentiment personnel. Parce qu'en effet, je pense, comme beaucoup, que parmi peut-être les reproches qu'on peut faire à l'Union européenne ou les défauts qu'on peut constater, il est fréquent d'entendre dire, ce qui est vrai à bien des égards, que l'Union européenne s'est agrandie trop vite, qu'elle a aggloméré des États qui n'étaient pas en mesure de pouvoir satisfaire aux conditions qui leur auraient permis de rentrer normalement dans l'Union européenne, et que donc elle s'est affaiblie en s'agrandissant. On peut avoir des raisons de douter de l'Europe, compte tenu des récentes crises de la Grèce, en Espagne, au Portugal, toutes ces crises économiques, ces crises migratoires. Est-ce qu'on peut douter de l'Europe ? Je pense qu'on peut douter de l'Europe actuelle. Encore une fois, je m'exprime là à titre personnel, je ne veux pas... le mouvement européen est une association d'information, de réflexion et de débat, et dans lequel on peut justement s'informer et se faire ses idées personnelles. Donc ce que je vous précise ne concerne que moi. Mais je crois effectivement que l'Union européenne s'est agrandie en s'agrandissant, et surtout qu'elle a perdu de vue ses objectifs. À l'origine, l'Union a été construite à partir d'un projet qui était clair, avec un objectif qui était clair. L'Europe était complètement ravagée, tout était à reconstruire. Eh bien, l'Union européenne s'est fixé des objectifs précis. Ça a commencé par dire, avant, on va faire de l'acier avec le charbon français, et le charbon allemand et le minerai de fer français. On va s'unir pour faire ça, et avec ça, on pourra aider à la reconstruction de l'Europe, et en même temps, on apprendra à se connaître, et on pourra faire des choses. Le fait de faire des choses en commun amènera aussi une fraternité entre les peuples. C'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on est, avec l'élargissement tel qu'il s'est produit, on a du mal à discerner quels sont les objectifs profonds et immédiats. Ça veut dire qu'il y a trop de pays au sein de l'Union européenne. Nous sommes 28. Oui, 28, c'est beaucoup à mener. C'est trop. Ou alors il faut avoir vraiment des objectifs très clairement définis. Et communs. Et communs, voilà. Qu'est-ce qu'il manque à l'Union européenne aujourd'hui ? À mon sens, c'est d'abord un objectif qui soit clair. Parce qu'on peut interroger beaucoup de gens. Pourquoi l'Union européenne ? Bien sûr, à cause des valeurs que nous promulguons, enfin que nous cherchons à faire partager, etc., bien sûr. Mais on reste un peu dans des généralités. Je veux dire qu'on n'a pas... Il y a des tas d'objectifs possibles qui figurent comme des objectifs lointains, mais... Quels devraient être ces objectifs communs aux 28 ? Bon, vous savez, si on veut parler des plus urgents, il y a certainement d'abord les problèmes de sécurité, toutes les dispositions à prendre en commun pour faire face au terrorisme, à tous les problèmes de sécurité. Ça demande une coopération qui est enclenchée, mais qui pourrait certainement être approfondie davantage. Bon, il y a ce qui est lié à ça aussi, la position de l'Europe dans certains problèmes du monde, une diplomatie qui soit commune sur un certain nombre de sujets, ou vis-à-vis d'un certain nombre d'États, tout au moins. Ensuite, il y a les problèmes de l'énergie, l'évolution de la recherche des sources d'énergie est un problème essentiel pour que les pays européens puissent acquérir
une indépendance énergétique. D'ailleurs, il y a 13 prix Nobel qui se sont rebellés contre le Brexit en disant que ça pourrait être un danger pour la recherche au Royaume-Uni. Alors, on va parler de votre mouvement. Enfin, voilà, des choses comme ça. Ouais. Oui. Jean-Louis Gasquet, on va parler de votre mouvement. C'est une association qui a été fondée dans les années 50, qui est aujourd'hui présidée par le député Jean-Marie Cavada. Quelles sont vos en France? Oui, parce qu'en fait, c'est une association internationale. Bien sûr. Quelles sont vos actions sur le territoire national, alors, en France? Eh bien, en France, le mouvement européen fédère, si vous voulez, des associations locales qui sont départementales, qui sont des unités départementales. Il fédère aussi d'autres associations qui, à divers titres, s'intéressent à l'Europe. Et là, ce sont des réunions d'échange? Et ce sont des réunions d'échange où on privilégie les questions-réponses. En gros, on demande en général à notre intervenant de faire un exposé pendant 20 à 25 minutes et puis on réserve 1 heure aux questions. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Louis Gasquet, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis.